il n'y a pas de solution politique, en tout cas pour l'instant. Et donc, le but de ces opérations militaires n'est pas de résoudre un problème insoluble, mais de façon ponctuelle, de réduire les capacités militaires de nos ennemis et de protéger la population israélienne, parallèlement aux tentatives d'amélioration de la vie économique des habitants de la bande de Gaza. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique. Israël au cœur de sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème cette semaine le retour en forme de bilan en perspective sur le dernier conflit à Gaza qui a eu lieu il y a quelques semaines, une opération de Tsahal menée en 3 jours contre le djihad islamique qui a duré donc 3 jours sur un week-end et pendant lequel quand même le djihad islamique a eu le temps de tirer pas moins de 1175 roquettes sur Israël, en tout cas en direction d'Israël. Et en fait, la plupart des médias ont qualifié cette action de succès pour Israël. On va y revenir. Alors, pour débattre de ce sujet en ligne avec nous, Emmanuel Navon. Bonjour et shalom, Emmanuel. Bonjour. Je rappelle que vous êtes un politologue israélien d'origine francophone, expert en politique étrangère et en analyse régionale. À ce titre, vous enseignez à l'Université de Tel Aviv et au Centre interdisciplinaire de Herzliya. Vous êtes aussi ce qu'on appelle Senior Fellow au Kohelet Policy Forum, un centre de réflexion d'enseignement, en même temps qu'expert au JCSS, le Centre de Jérusalem de stratégie et de sécurité. Et vous êtes aussi, bien sûr, analyse à la chaîne I24 News. Et puis, vous avez publié ces derniers mois un nouvel ouvrage qui s'intitule L'étoile et le sceptre, histoire diplomatique d'Israël, avec une préface du président de l'État, Yitzhak Herzog, aux éditions Hermann à Paris. Alors, ma première question est, je dirais, tombe sous le sens, dans la mesure où on va faire cette analyse de ce qui s'est passé avec un peu de recul, essayer d'en comprendre les rouages. Quel était votre bilan à vous, Emmanuel, de cette opération ? Est-ce que, comme je le citais en exergue, est-ce que vous reprenez à votre compte l'analyse selon laquelle ce fut un succès, cette fois-ci, assez net pour Israël, en tout cas contre le djihad islamique ? C'est une opération qui a atteint ses objectifs, à savoir neutraliser des tentatives d'attentat du djihad islamique. Cet objectif a été atteint. Par ailleurs, l'opération a démantelé une grande partie des capacités militaires du djihad islamique, qui a subi de très grosses pertes pendant les 3 jours d'opération. Et dernier point, une division politique de facto entre le djihad islamique et le Hamas, puisque le Hamas a préféré effectivement ne pas se joindre à la bataille et laisser le djihad islamique prendre les coups du côté d'Israël. Heureusement qu'il n'y a pas eu de victimes du côté israélien et que l'opération a duré 3 jours et je pense a été menée de façon très professionnelle tant par l'armée que par le gouvernement. L'un des facteurs de ce succès, en tout cas tactique, si ce n'est stratégique, puisqu'on va en reparler, n'est-ce pas dû au fait que cette fois-ci, Israël a surpris tout le monde, y compris le djihad et ses chefs, en prenant les devants et en fait en menant une attaque préventive avec la première élimination d'un des lieutenants ou des commandants plutôt de la région nord de Gaza, puis à la fin celui de la région sud. Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir renoué avec justement le côté préventif des opérations de Tsahal qui fut l'un des facteurs de ce succès? Je pense qu'il y a eu là effectivement 2 éléments importants dans cette opération. À la fois, comme vous l'avez rappelé, l'effet de surprise, et deuxièmement, le fait qu'il s'agit d'une attaque préemptive et pas réactive. Je pense qu'il s'agit là de 2 éléments importants, de 2 innovations qui sont les bienvenues de la part du gouvernement sortant et qui ont effectivement, à mon sens, contribué au fait que cette opération, effectivement, atteint ses objectifs avec des coûts minimes pour Israël.
Alors, selon vous, qu'est-ce qui a véritablement empêché le Hamas de se porter au secours du djihad et donc de ne pas entrer cette fois-ci dans cette mini-guerre? Quelles sont les raisons de cette neutralité assez surprenante? C'est la première fois c'est la seconde fois que ça se passe, mais à cette échelle, c'est quand même important. Je pense que le Hamas se satisfait du fait qu'il y a aujourd'hui un statu quo dans la bande de Gaza, où son régime politique est maintenu, où son financement est assuré par le biais du Qatar avec l'accord tacite d'Israël. Et finalement, le Hamas ne souhaitait pas remettre en cause ce statu quo qui lui permet, comme je l'ai dit, de maintenir son contrôle politique, contrôle qui aurait pu être remis en cause par une implication du Hamas dans cette intercation, dans cette opération militaire. Et d'une certaine manière, je pense que le modus operandi entre Israël et le Hamas fait ses preuves. Ce nouveau modus operandi fait ses preuves dans la mesure où finalement il incite le Hamas à maintenir le statu quo. Alors justement, dans cette tête de chapitre que vous citez, il y a aussi bien évidemment l'aspect économique, puisque le Hamas avait subi des coups tout de même assez durs il y a plus d'un an lors de l'opération Gardien des Remparts, et donc s'est attelé avec une certaine aide internationale et régionale à la reconstruction des nombreuses institutions et aussi des habitations, en tout cas des QG militaires qui avaient été détruits au printemps dernier dans l'opération Gardien des Remparts. Et donc, en fait, ce qui pourrait être aussi l'une des raisons, et je pense que vous partagez sans doute cette analyse, c'est que à l'heure où on prévoit pour cette année, en 2022, il y aura une augmentation de 93% des exportations de Gaza vers Israël, et aussi une réduction assez sensible du chômage, qui a déjà chuté de 5%, même s'il reste élevé, puisqu'il y avait jusque-là 45% de chômeurs à Gaza, et aujourd'hui c'est autour de 40%. Et donc il y aurait eu donc un raisonnement, je dirais, de puissance, comme vous le disiez, de puissance gouvernante, qui pense aussi à l'aspect économique des choses, et une entrée en guerre avec la réplique israélienne que cela aurait entraîné, c'eût été une catastrophe à nouveau pour le Hamas. Je pense que effectivement, de plus en plus, de facto, le Hamas se dirige, en dépit du fait que cela reste effectivement une organisation terroriste fondamentaliste. Il suffit de lire sa charte pour s'en convaincre. Mais d'un autre côté, le pouvoir et l'usage du pouvoir a tendance à mener au pragmatisme, parce qu'en général, on ne veut pas perdre le pouvoir. Et je pense que de ce point de vue, les arrangements qui se dessinent entre Israël, l'Égypte, le Qatar, mais également les pays signataires des accords d'Abraham et l'Union européenne pour essayer d'améliorer la situation politique de la bande de Gaza, de ses habitants, sans porter atteinte à la sécurité d'Israël et sans que cela nécessite forcément un accord politique pour l'instant impossible, eh bien tout cela, effectivement, permet des solutions partielles pour l'amélioration également partielle de la vie économique des habitants de la bande de Gaza, chose qui sert également l'intérêt politique du Hamas, puisque cela l'aide finalement à rester au pouvoir. Mais on a l'impression tout de même, malgré ces analyses assez optimistes, enfin conjoncturelles, que ce sont des analyses tout de même à courte vue, dans la mesure où, en fait, c'est évidemment pas la première guerre de Gaza, il y a eu au moins 6 opérations lors des 15 dernières années, ou des 20 dernières années, et on a l'impression que ce conflit entre Israël et Gaza, c'est une sorte de monstre du Loch Ness, de serpent de mer, peu importe la comparaison qu'on fait, mais que d'opération en opération, on ne résout rien. Israël a théoriquement les moyens, depuis de belle lurette, je dirais, de couper la tête du Hamas, et ne l'a pas fait pour des raisons politiques, stratégiques, diplomatiques et aussi d'image internationale. Et en même temps,
cependant, dans la mesure où je dirais, les bruits de bottes se multiplient au Moyen-Orient, il fallait rappeler aussi que le djihad islamique est entièrement armé, formé et organisé par l'Iran. On a l'impression que, et le Hamas aussi est aidé au niveau militaire, bien entendu, même s'il fabrique lui-même ses missiles, mais c'est avec l'aide bien massive de l'Iran. On a l'impression que on ne résout pas le problème, on répond à des menaces ou à des attaques virulentes qui, en fait, pour ne pas que la force de dissuasion d'Israël soit entamée, mais on ne va pas, à chaque fois, on ne va pas jusqu'au bout, encore une fois, pour des raisons diverses, mais on a l'impression que ce problème, on avance centimètre par centimètre, mais est-ce qu'on avance vraiment? Parce que d'aucuns, c'était pas les plus nombreux, les experts qui ont fait le bilan de cette opération, je le disais tout à l'heure, ont plutôt tiré un bilan de succès pour Israël. Mais d'autres, plus minoritaires, ont tout de même dit que ce qui s'est passé là, ça augure, pour Israël, de la nécessité de se préparer dès maintenant à la prochaine guerre de Gaza, qui est en perspective. Alors qu'est-ce qui fera que, sur la base de ces acquis, on peut dire circonstanciels, de l'opération Aurore, qu'est-ce qui fera que, au prochain conflit, si le Hamas s'en mêle, et c'est fort probable, à ce moment-là, on avance et on fasse avancer les choses, parce qu'autrement, on a l'impression que c'est un cercle vicieux. Vous avez dit, nous n'arrivons pas à résoudre le problème. Vous avez raison, tout simplement parce que ce problème est insoluble. Il n'y a pas de solution politique, en tout cas pour l'instant. Et donc, le but de ces opérations militaires n'est pas de résoudre un problème insoluble, mais de façon ponctuelle, de réduire les capacités militaires de nos ennemis et de protéger la population israélienne, parallèlement aux tentatives d'amélioration, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la vie économique des habitants de la bande de Gaza. L'idée d'une reconquête totale de la bande de Gaza n'est pas envisageable. D'abord, elle ferait un nombre de victimes énorme du côté israélien et entraînerait Israël dans une guérilla interminable dans le territoire le plus densément peuplé du monde, avec près de 3 millions d'habitants, et la nécessité pour l'armée israélienne de gérer cette population en tant qu'occupant. Il n'en est évidemment pas question, la société israélienne ne l'acceptera jamais, et donc ce scénario n'est pas du tout réaliste. Et en l'absence, comme je l'ai dit, de solution politique, puisque le Hamas ne vise pas un compromis avec Israël, mais à l'élimination d'Israël, à côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un certain pragmatisme lorsqu'il s'agit de sa survie politique, eh bien, cela nous laisse avec la seule possibilité, comme je l'ai dit, de mener des opérations militaires à intervalles réguliers et parallèlement, ce qui n'est pas moins important, de trouver des solutions partielles, et j'insiste bien sur partielles, pour l'amélioration également partielle de la vie économique des habitants de la bande de Gaza avec nos voisins et avec nos partenaires. Alors, on ne peut évidemment pas faire de prévisions parce que nous vivons au cœur d'une région instable, tumultueuse, qui surprend les meilleurs des chroniqueurs. Je me souviens d'ailleurs qu'au moment de l'irruption des printemps arabes, l'un des analystes des questions arabes de Kol Israel à l'époque, de la radio Kol Israel, Ethan Zinger, je crois que c'est Dan Zinger, avait lui-même, lorsque le régime en Égypte des frères musulmans avait été renversé par à la fois les manifestations de la classe moyenne et aussi le putsch militaire, disons, bien préparé du général Sissi, il avait lui-même avoué, je m'en souviendrai toujours, que tout analyste qu'il était, tout expert qu'il était, on était dans une région où tout pouvait arriver et tout pouvait surprendre et contredire toutes les analyses faites par la même personne la veille. Donc, nous aussi, on est sujet à ce genre d'incertitude. Mais est-ce que, disons, par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années, ces 2 dernières décennies, ce que vous dites est tout à fait fondé. Il n'y a pas d'autre possibilité qu'on réponde au coup par coup, en faisant payer cher à chaque fois au Hamas ou au djihad ces attaques qui sont autant de crimes de guerre et de cas de casus belli contre Israël. Une seule roquette tirée sur un territoire souverain est un casus belli en droit international. Mais est-ce que dans le contexte fort mouvementé
argumenter aujourd'hui de la nucléarisation de l'Iran et des risques tout de même de guerre, de conflagration régionale où le Hezbollah entrerait en guerre contre Israël sur le nord et où le Hamas pourrait faire le choix à nouveau de bombarder Israël très massivement. Est-ce que dans le cas, disons, d'une conflagration de ce genre, Israël ne serait pas amené cette fois à taper beaucoup plus fort, attendu que ce qui serait en jeu, ce ne serait pas seulement le confort légitime et la sécurité des habitants du sud du pays, mais ceux de tout Israël dans le cas d'un conflit généralisé? Le risque d'une attaque sur deux fronts que vous avez décrites, du front nord par le Hezbollah et sur le front sud par le Hamas, ce risque existe. L'armée israélienne se prépare à cette éventualité depuis de nombreuses années. Mais d'un autre côté, n'oublions pas que les décisions, en tout cas qui viennent du nord, lorsqu'il s'agit du Hezbollah, ne sont pas prises par le Hezbollah lui-même, mais par l'Iran, par Téhéran. Et par conséquent, la question qui se pose évidemment est dans quel scénario le régime de Téhéran prendrait le risque d'une telle conflagration entre Israël et les alliés de l'Iran au Proche-Orient, conflagration à laquelle, comme je l'ai dit, l'armée israélienne se prépare depuis de nombreuses années, mais il faut bien comprendre qu'il y aurait des conséquences évidemment sur l'Iran lui-même, conséquences également militaires, puisque l'Iran serait tenu responsable par Israël, et à raison, pour une telle conflagration. Cela, les Iraniens le savent, et par conséquent, ce n'est pas un hasard si depuis la deuxième guerre du Liban en 2006, et nous sommes aujourd'hui en 2022, eh bien c'est un fait que le Hezbollah n'a jamais pris le risque d'une nouvelle conflagration avec Israël. Alors, dernière question, puisqu'on s'achemine presque vers la fin de notre entretien. On revient sur je dirais, l'aspect économique et ce qu'on appelait en termes stratégiques la carotte par rapport au bâton brandi par Israël. On a vu le Premier ministre de transition, Yair Lapid, faire à deux reprises deux interventions, deux discours assez bien sentis, si l'on peut dire, en s'adressant directement aux habitants de la bande de Gaza, en leur disant qu'il fallait qu'ils choisissent un autre chemin et qu'il y avait un autre chemin possible pour la bande de Gaza, que ces affrontements par intermittence et que le fait qu'ils soient les otages finalement d'un gouvernement islamiste, comme vous le disiez, celui du Hamas, qui dans sa charte prévoit la destruction d'Israël et qui ne reconnaît même pas le droit à l'existence d'Israël, ne serait-ce que dans les frontières d'avant juin 67, donc qui veut en fait la destruction d'Israël. Et Lapid est plusieurs fois revenu sur le fait que oui, Israël était prêt à aider à la reconstruction de Gaza au niveau financier, au niveau des infrastructures, et qu'il y avait un avenir, oui, possible pour les jeunes disons ceux qui travaillent à Gaza et qui ne songeraient peut-être plus à fuir la bande de Gaza comme ça se fait quand ils peuvent le faire. Et donc il y a eu du côté israélien, il y a eu ces offres et ce discours un peu inhabituel du Premier ministre, en tout cas l'insistance qu'il a mise sur ses accents, mais d'un autre côté, ça n'a eu aucun impact. Ça, comment dirais-je, ni le Hamas et encore moins le djihad n'ont relevé cette voie, et on a l'impression que on a affaire au niveau, en tout cas, des dirigeants et aussi des discours qu'ils prononcent à un espèce de fossé qui est un gouffre de civilisation, une organisation islamique apparentée aux frères musulmans, et puis un gouvernement israélien qui dirige un État hyper moderne, la première démocratie du Moyen-Orient, et la seule d'ailleurs. On a l'impression que les raisons de l'impasse de ce conflit, c'est ce gouffre de civilisation qui existe entre Israël et la bande de Gaza. C'est pas seulement un gouffre de civilisation, c'est aussi un gouffre d'intérêt. Je vous rappelle que la bande de Gaza est frontalière pas seulement d'Israël, mais également de l'Égypte. Or, le régime du président Al-Sisi s'oppose lui aussi aux islamistes, s'oppose au Hamas et au djihad islamique. Il y a là d'ailleurs une entente entre Israël et l'Égypte.
mais cette entente sécuritaire entre Israël et l'Égypte, qui s'étend d'ailleurs également au domaine énergétique, au domaine du gaz naturel, peut également servir de plateforme pour des projets économiques qui permettraient justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'essayer d'améliorer la situation économique de la population gazaouite, dans la mesure où personne n'a intérêt à ce que la bande de Gaza, à ce que la situation économique de la bande de Gaza continue à se détériorer. Donc je pense que le Premier ministre Yair Lapid a eu raison de ne pas parler que des acquis militaires de l'opération militaire, mais également de proposer aux Gazaouites une autre voie, bien qu'évidemment ils ne soient pas maîtres de leur destin, puisqu'ils vivent sous la botte d'une organisation terroriste qui ne leur permet pas de s'exprimer et de voter. Mais je pense qu'effectivement, il faut au moins, en tout cas, proposer une autre voie et tenter, autant que faire se peut, en tout cas tant que nous avons en Égypte un gouvernement qui est favorable à la coopération sécuritaire et économique avec Israël, et dans le cadre effectivement également des accords d'Abraham, il y a là un potentiel important pour tenter en tout cas de créer des projets économiques pour la bande de Gaza. Il est de l'intérêt d'Israël, mais également de l'Égypte, que la situation économique de la bande de Gaza ne se détériore pas plus que ce qu'elle est aujourd'hui. Eh bien, sur cette note optimiste et peut-être prometteuse, nous arrivons au terme de notre magazine. Merci Emmanuel Navon pour le temps que vous nous avez consacré. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et dans quelques temps, la semaine prochaine ou dans le courant du mois de septembre, nous reprendrons nos émissions Israël au cœur du Moyen-Orient. Merci et à bientôt.